tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du jeudi et l'analyse graphique. Eh bien, une semaine de consolidation finalement. Elle s'est enfin déclenchée sur les marchés. On va détailler tout ça. Voilà, je suis ravi de vous retrouver pour ce point. On a beaucoup de choses à attendre des marchés dans le mois qui vient. Ça va être assez dense puisque la saison des publications trimestrielles des entreprises va commencer. Vraiment, on va passer dans le vif du sujet. Parce que la Fed va se réunir d'ici 15 jours aussi. Et que donc la saison des publications va s'étendre alors sur 3 semaines aux États-Unis, sur un peu plus même en France notamment. Donc on va avoir pas mal d'informations à surveiller pendant le mois qui vient et beaucoup d'éléments. On commence à avoir déjà des premiers éléments de marché qui sont intéressants et qui laissent penser que ça va pas être facile pour toutes les entreprises, bien entendu. Dans ce contexte, je pense notamment à Microsoft qui annonce des licenciements, c'est-à-dire que le contexte va être un peu lourd et probablement les bénéfices moins forts dans les semaines qui viennent, en tout cas l'activité en réduction. Donc on va surveiller tout ça. Pour l'instant, c'est une consolidation qui s'est mise en place, qui s'est enfin déclenchée. On voyait des signaux d'excès depuis plusieurs jours, ça n'arrivait pas à se mettre en place. Peut-être le scénario c'était de tenir sur fond d'échéance des marchés dérivés, et ça n'a pas été le cas. Alors, pour l'instant, c'est prise de bénéfices et on a beaucoup d'actions qui étaient dans des configurations qui avaient pris entre 50, 60, 70, 80, 90% pour certaines depuis le mois d'octobre. Donc, on sentait le besoin de souffler, de faire une pause, même s'il y en avait déjà eu une fin décembre. La deuxième accélération, celle du début d'année, nécessitait de marquer un temps d'arrêt. C'est tant mieux et heureusement que ça se fait. Et le timing est assez parfait, puisqu'il a lieu en amont de la saison des publications, donc juste avant, au dernier moment, et sur fond d'échéance de marché dérivé, avec des mouvements techniques assez brutaux. On va le voir sur les options, pas d'option de vente sur l'indice CAC 40 au-delà de 7050, et quand on l'a débordé mercredi, ça a créé vraiment une accélération haussière pour aller chercher 7118 assez rapidement, sans aucune raison. C'est juste de l'arbitrage, des mouvements techniques. Le fait de déborder un niveau fait que les arbitragistes doivent couvrir leur position, ils achètent du futur et ils accentuent le mouvement. Et puis ça se gomme ensuite avec un contre-pied assez fort et ça a d'ailleurs marqué la fin de l'impulsion haussière. Voilà ce qu'on peut en dire rapidement sur le contexte. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut toujours penser à vous abonner sur la chaîne Bourse Direct YouTube et puis nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, notamment les comptes Twitter sur lesquels vous pouvez nous suivre, le compte de Bourse Direct et le mien aussi, sur lequel on fait un suivi et un update des positions ouvertes. Je précise que je ne fais pas de mise à jour de la position ouverte sur le futur la semaine de l'échéance, parce que mécaniquement la position ouverte augmente toujours la semaine de l'échéance, les contrats futurs du mois en cours et du mois suivant cohabitant, là, c'est difficile d'interpréter l'évolution selon le sens du marché. On peut dire en tout cas qu'il n'y a pas de pression baissière. Et ce qu'on peut constater aussi qui était intéressant, c'est que il y a dans ce contexte une position ouverte qui n'a pas été reconduite sur les marchés dérivés. Alors on avait déjà vu ça, mais pour un mouvement de hausse important, c'est toujours délicat et ça pose des questions. On sait que beaucoup d'opérateurs ont raté cette hausse qui a commencé au mois de septembre, en tout cas en partie. On sait que les hedge funds sont sous-investis, les curseurs d'investissement l'indiquent. Donc il y a du cash encore disponible et des opérateurs qui vont probablement manquer. Et ça se traduit, c'est comme ça que j'explique en tout cas, par cette absence de position ouverte. Pour détailler un peu les choses, j'ai regardé par rapport à l'échéance du mois dernier, qui était le mois de décembre sur les futurs, sur l'Eurostock, c'est 30% de contrats en moins. On a commencé l'échéance avec 25% de contrats en moins et au final, on a même 5% de contrats détruits. Donc il y a vraiment très très peu d'intérêt et même une divergence de ce côté-là. D'ailleurs, on l'a constaté dans cette hausse, on n'a pas eu des volumes extraordinaires. C'est à noter, on a eu un peu plus de volume dans les mouvements de hausse, mais ce n'est pas très très fort et c'est vraiment à surveiller et c'est important. De même sur les options, on a 20% d'options en moins que par rapport au moment de l'échéance du mois précédent, donc le 15 décembre, la veille de l'échéance des marchés dérivés du mois de décembre, il y a 15% d'options en moins ouvertes sur l'Eurostox à ce soir. Alors, on sait aussi que l'échéance du mois de janvier est bien moins importante que celle du mois de décembre, donc il y a moins de contrats, moins d'intérêts ouverts, mais ça fait beaucoup si on regardait sur le mois de novembre, il y avait 10 à 15% d'options en moins par 25. Donc c'est vraiment beaucoup. Et sur le mois d'octobre, c'est pareil, même taille. Donc il y a vraiment une absence d'intérêt. Alors est-ce que c'est de la spéculation qui a été, qui n'est pas intervenue, qui n'a pas suivi ce mouvement-là?
ou est-ce qu'il y a vraiment une divergence à surveiller? En tout cas, effectivement, on va surveiller les niveaux techniques et c'est un point qui est délicat puisqu'il y a effectivement un manque d'intérêt. On le voit aussi sur le S&P, même chose, hein. Sur le S&P, rapidement, il y a de l'ordre de 20% de contrats en moins par rapport à l'échéance précédente. Encore une fois, janvier n'est pas une échéance majeure, mais 20% c'est beaucoup, et surtout, ça n'a pas été reconstruit au cours d'une hausse. Alors, minime hein, sur le S&P, mais sur l'Eurostock, c'est quand même 7% de hausse. Sur le S&P, ça donne de l'ordre de 3% de hausse, un peu moins ce soir avec la baisse du jour. Et donc, c'est un petit mouvement. Un peu plus d'intérêt construit dans les derniers jours sur le S&P, mais c'est quand même assez faible. Et du côté des options, il y a 10% d'options en moins. C'est quand même notoire. Voilà. Reste que les opérateurs sont couverts, que les niveaux de couverture, même s'il y a moins de positions ouvertes, eh bien, dès qu'on a plafonné au-delà de 7000 sur le CAC 40 par exemple, eh bien, les opérateurs ont commencé à se couvrir à nouveau. Donc ça c'est toujours signe de prudence. Et dès qu'on a eu un semblant d'accélération baissière comme hier, pareil, le niveau de couverture a monté et la volatilité aussi. Donc on a des opérateurs qui sont prudents dans un contexte évidemment qui est toujours assez incertain. On attend, et on le sait, le gros enjeu du moment, ça va être la saison des publications des entreprises et puis la réunion de la Fed. Alors pour la saison des publications, côté macroéconomique, petite parenthèse, la semaine prochaine, il y aura quelques gros rendez-vous, dont des chiffres de l'inflation aux États-Unis notamment. La Chine sera fermée pour le nouvel an chinois, donc en début de semaine en tout cas. Donc il va y avoir moins d'activité de ce côté-là, macroéconomique, des éléments à surveiller. Et côté micro, ça va s'intensifier la semaine prochaine. On attend, je reprends les chiffres, la semaine prochaine, pardon. En France, en plus, ça va être intéressant parce que ça va être diversifié du côté des secteurs. On aura Alstom, LVMH, STM, Sartorius Stedim, Rémi Cointreau et Ubisoft parmi les grosses publications en France. Puis aux États-Unis, on aura Microsoft, Tesla, ASML, Nextera, le géant de l'énergie américain, Visa et Chevron qui vont publier dans l'ordre et dans le courant de la semaine prochaine. Du 31 au 2 février, ce sera Exxon, Meta, Apple et Alphabet, donc les dernières GAFAM à publier, Meta, Apple et Alphabet, ce sera entre le 31 janvier et le 2 février, donc encore dans 15 jours. Donc encore pas mal de temps à patienter. Et puis pour le côté des grosses publications sur le CAC 40, ce sera dans 3 semaines. Donc ça va être 3 semaines assez intenses, avec donc de l'attente beaucoup autour de ces publications et pas mal de fébrilité. On l'a déjà vu du côté des bancaires, hein, il y a eu des résultats qui étaient assez moyens sur certaines, excellents sur d'autres comme Morgan Stanley qui a bien ouvert en gap, progressé. Et pour d'autres, c'est un peu la sanction, même si les marchés tiennent relativement bien dans le contexte. Voilà ce qu'on pouvait dire du contexte pour l'instant, beaucoup de choses à surveiller. Des valeurs effectivement qui arrivaient sur des niveaux de surachat, sur des niveaux de résistance, il y en a beaucoup. Ça c'est assez harmonieux, c'est qu'on a atteint des niveaux de résistance sur pas mal de titres. J'en ai gardé quelques-uns à titre d'exemple. Sur Ruby, un niveau de résistance important qui forme une structure pas excellente puisqu'elle forme une étoile du soir, hein, étoile filante, vous connaissez la bougie isolée, et puis accélération baissière ensuite. Et puis Renault qui arrive sur un niveau de résistance à 37,90, important, après une progression de plus de 20% depuis le début de l'année. C'est normal qu'il y ait un peu de plus de bénéfices. Seb aussi, qui arrive sur un niveau de résistance important et qui bute dessus, et sur lequel il y a de la prise de bénéfices avec une baisse avec des volumes marqués. Donc c'est assez logique que ça se mette en place sur ces niveaux-là. Ça reste assez harmonieux, assez propre et sur des niveaux majeurs sur plein de valeurs. On l'a vu sur Esker aussi qui a décroché assez nettement contre des niveaux de résistance aussi. Ça ne remet pas en cause la tendance, ça montre juste que on prend un peu de bénéfices. Moi, je reste dans cette idée qu'il y a toujours du cash disponible et une volonté d'achat sur repli et des opérateurs qui ne sont pas rentrés pour l'instant dans le marché. Ça va se confirmer ou pas dans les jours qui viennent. Alors, on va passer maintenant au graphique. On commence comme toujours par le S&P. Le S&P qui bute contre l'oblique la plus observée de tout le monde de la finance, cette oblique baissière qui est testée 6 fois maintenant, échec encore une fois contre cette oblique, avec cette bougie qui est pas très belle, avec un peu plus de volume que les jours précédents dans ce mouvement de baisse. Un échec, donc on va zoomer en journalier, contre donc toujours ce niveau qu'on avait préservé le fois en clôture, on a tenté de le déborder hier et puis ça a validé nettement en séance, et là on ouvre avec un gap baissier qui laisse ce petit îlot de cotation isolée. Alors c'est pas
En haut de marché, ce serait grave. Alors, c'est en haut d'un rebond, mais c'est pas en très haut de marché. Mais quand même, on a un enjeu qui est important autour de ce gap. Il va falloir franchir assez rapidement 3907,5 déjà et 3933. On va passer au-dessus de ce niveau-là pour invalider cette impulsion baissière qui s'est faite encore une fois dans un volume un peu plus important. Alors, on repasse dans un trading range plus bas. C'est 3810 qui est notre alerte de court terme d'ailleurs. Il ne faut pas repasser en dessous cette zone, hein, le canal, la borne basse du canal haussier de long terme est 3810 sur lequel il ne faut pas repasser. Et cette petite bougie d'indécision, petite toupie, après une accélération baissière et une franche invalidation. Alors, est-ce que les publications vont permettre bien, d'aller déborder ce niveau? En tout cas, ça va être le juge de paix et clairement, c'est très très observé par tout le marché. Tout le monde a les yeux rivés sur cette oblique. Je l'ai retracée plusieurs fois, elle fonctionne bien. Et même en intraday, quand on zoome, on constate que vraiment le marché a oscillé autour pendant plusieurs heures avant d'invalider. Voilà, la configuration du Nasdaq est un peu similaire. On a accéléré avant de parvenir à aller toucher la même oblique. Cette fois-ci, on a cette invalidation avalement baissier en journalier après une accélération. Encore une fois, c'est pas un très bon signal, surtout que ça s'est fait. Alors, cette fois-ci avec des volumes qui sont identiques au volume de hausse précédent. Beaucoup de spéculation, beaucoup de fébrilité en amont des publications. On n'a pas très envie d'y aller et on comprend, comme on le disait, que dans ce contexte et du côté des technologies, qu'il y a des annonces de licenciement et que l'activité ne va pas être aussi soutenue. Parenthèse intéressante, on en parle depuis quelques temps déjà. Il y a un cycle probablement décennal qui est en train de se mettre en place, différent. Et même s'il y a de très belles histoires encore parmi les technologiques, je pense à des valeurs comme Google, on en avait parlé fin décembre, et qui se comportent d'ailleurs mieux que les autres pour l'instant, eh bien, il y a des valeurs qui individuellement vont tirer mieux leur épingle du jeu, mais je pense que la suprématie des technologiques américaines ne sera pas la même dans les années à venir. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne remontent pas, que certaines ne progressent pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change de ce côté-là, et on voit par exemple que Michelin, qui allait licencier dans le courant du mois de novembre, qui a lancé un plan de licenciement, finalement l'a invalidé pour conserver des employés parce que besoin et de l'activité. Donc je pense qu'il y a des titres qui vont sortir de l'épingle du jeu et que la value notamment va tirer son épingle du jeu dans les mois qui viennent et c'est un peu en train de se dessiner là en amont de la saison des publications. Donc petite parenthèse, mais importante bien entendu. Donc là on a un gap baissier aussi, accélération, avalement baissier, gap baissier. Encore une fois, les volumes ne sont pas énormes sur le Nasdaq, mais ça invalide clairement cette possibilité de retournement. Ça donne un coup d'arrêt dans le rebond qui a été mis en place. Il va falloir reconstruire. Enfin, on a peu de chance d'aller invalider ça en quelques heures. Il va falloir reconstruire dans les jours qui viennent avec des séances un peu plus construites. On arrive à cheval sur des niveaux comme sur le S&P. C'est un peu sous des niveaux d'alerte, mais pas complètement. Et on ne va pas chercher les cibles suivantes. C'est un marché qui est vraiment dans le doute, dans l'attente, encore une fois, de ces publications à venir. Si on regarde l'Eurostoxx, c'est assez propre et assez parfait comme consolidation. Hein. On a eu, quand on s'était parlé en début de semaine, donc cette petite bougie d'hésitation, on est même allé chercher un cran plus haut, on a mis un pied dans le trading range suivant, et puis invalidation, et on repasse en dessous, en gap aujourd'hui, assez parfaitement sous 4160. On accélère et on revient tester 4107, qu'on enfonce, on termine quasiment au plus bas, avec les volumes qui sont un petit peu supérieurs effectivement au jour précédent. Encore une fois, on a les moyens de corriger sans problème, compte tenu de l'accélération haussière qu'on a connue dans les jours précédents, et de retourner tester au moins 4024 et voir la zone située au-delà de 3965 sans problème et sans remettre du tout en cause la tendance. Au contraire, ce serait assez sain compte tenu du mouvement qu'on a connu précédemment de hausse, non seulement depuis le début de l'année, mais aussi depuis la fin du mois de septembre. Donc un mouvement logique. En revanche, c'est vraiment la fin de la récréation, bougie d'invalidation, petite étoile filante, suivie d'un gap baissier d'une grande bougie rouge. On a une étoile du soir. C'est pas une configuration très engageante à court terme. Encore une fois, c'est un peu légitime compte tenu des niveaux de marché, mais ça reste à surveiller. Voilà, configuration un peu similaire pour le DAX, même très très similaire pour le DAX. On bute sur des niveaux. Alors encore une fois, ça reste très technique. Hein. On a échec contre 15 192. Si vous avez regardé la vidéo de lundi, vous verrez que ce sont les mêmes niveaux. Je n'ai pas changé les niveaux.
on rompt l'alerte intraday et on se rapproche de l'alerte de court terme. On a de bonnes chances d'aller visiter ces niveaux-là et pourquoi pas le cran d'après. On va voir comment on se comporte. Ça ne panique pas et on va le remarquer, on va le regarder sur le futur CAC 40. En séance, on a plutôt stagné sur, après avoir baissé régulièrement. Et même si effectivement le discours de Christine Lagarde aujourd'hui qui trouve que l'inflation est trop élevée toujours en Europe et qui confirme donc par là même que eh bien, il y a des probabilités pour que la politique monétaire reste agressive pendant les mois qui viennent, eh bien ça a accéléré un peu le mouvement, mais ça reste assez canalisé, assez technique quand même. On termine quand même sur des niveaux de support intermédiaires de la même façon. Ce ne sont pas des niveaux majeurs, on ne panique pas et on ne vend pas tout le papier. Au contraire, même si effectivement il y a bien la fin de l'impulsion qui est marquée par ce mouvement sur une séance. On est ici sur le futur CAC 40. Ah, je voulais vous montrer un passage sur la volatilité. Ici, comme je vous le disais, on n'est pas en optimisme, on était en passé, on mettait un pied dans la zone d'optimisme avec ce petit support intermédiaire. On a très vite réagi dessus et gap haussier, donc qui correspond au gap baissier qu'on a connu sur les indices. Et à nouveau, on se tend et la volatilité remonte assez fort. On passe tout de suite en vigilance et on a même frôlé le niveau d'alerte. Donc, c'est des niveaux qui sont très bien travaillés aussi par la volatilité. Et on voit que le marché n'est pas du tout en train de s'endormir, que les opérateurs restent très vigilants et assez prudents dans un contexte qu'ils méritent, bien entendu. Et donc, encore une fois, ça va plutôt dans le sens d'un marché qui est raisonnable et qui, même s'il a connu un mouvement de début d'année un peu brutal, les indices américains n'en sont pas là. La preuve, c'est que pour certains indices comme le Dow Jones, on est à l'équilibre depuis le début de l'année, on n'est pas en progression pour l'instant. Donc, la volatilité tendue. Alors, le futur CAC 40, on va regarder en 14 heures. On évoluait au sein d'un canal haussier. Je laisse toujours pas mal de niveaux parce qu'ils servent pour beaucoup en intraday. Ils nous servent d'ailleurs aussi en intraday. On a utilisé pas mal cette phase de marché topiche. On voit qu'on arrive sur des points hauts, c'est difficile de payer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué des excès pour vendre des petits écarts. Même pourquoi pas acheter en séance aujourd'hui, pour vendre des petits écarts et essayer de faire de la performance, d'engranger de la performance, en plus des autres portefeuilles, avec le futur, qui reste assez technique, assez dangereux, mais qui permet de gagner des petits écarts comme ça sur un marché dont on sentait qu'il commençait à vouloir donner des signaux de faiblesse et que les stratégies baissières commençaient à mieux marcher. Donc on gagne ça un peu, grâce à ça un peu de performance dans des marchés où il est difficile de payer et où en revanche les stratégies intraday fonctionnent bien. Petite parenthèse. Donc on a été en échec contre le niveau de résistance, la zone cible idéale 7130-7143. On l'a rebaissé, je l'indiquais dans le point journalier d'hier, sous 7054, risque d'accélération, ça s'est fait assez nettement. On a même enfoncé assez rapidement 6997. En revanche, on s'est arrêté en dessous et on a stagné quasiment toute la séance. Alors si on zoome sur une unité de temps un peu plus courte, par exemple en 1 heure, on voit bien qu'il y a eu un peu d'accumulation et qu'on est resté 6 heures dans cette zone entre 6966 et 6997 avant de remonter un peu en fin de séance. Voilà, on reste maintenant, on a rompu l'alerte intraday, on est sous ce niveau-là, je reviens en 14 heures, on est sous le niveau d'alerte intraday, donc on a un petit biais plutôt baissier, on va plutôt avoir tendance à vendre ce niveau-là pour aller chercher des accélérations. La zone médiane, elle est très propre, c'est 6924,5, 6937,5, ce sont des niveaux qui sont bien testés une fois, 2 fois, 3 fois. 6937,5, on n'est même pas allé le chercher en séance, on s'est arrêté à 46 avant de rebondir. Donc, il n'y a pas un marché qui panique, c'est un marché qui consolide évidemment un peu, 1,5% de baisse après la hausse qu'on vient de connaître, c'est pas grand chose. Donc, probablement un peu de consolidation encore à venir. Retour peut-être aux alentours de 6865. C'est un niveau que nous, on essaiera d'exploiter à l'achat, considérant que le mouvement, c'est notre alerte de court terme et que on pourrait retrouver de l'intérêt sur ces niveaux-là. Si on va chercher cette zone-là, pour l'instant, on travaille plutôt dans le sens vendeur pour aller chercher des petites extensions, encore une fois, avec des tout petits écarts en intraday. Du côté de l'or et de l'argent, ça se passe toujours bien. L'argent, on hésite à renforcer sur ces niveaux. Je vais mettre en journalier. Il y a un petit trading range qui s'est créé au-delà de 21-21, de 23-21, pardon.
et entre 23,21 et 24,40, la zone de résistance majeure dont on avait parlé. Pour l'instant, notre mouvement haussier, la zone cible, se situe toujours entre 24,40 et 25,32, cible idéale 24,90. Il y a un peu d'échec, c'est mèche en haut. On va voir, on essaiera de renforcer, ça fait toujours partie de nos allocations importantes, mais on avait allégé pas mal dans la hausse et on va essayer de retrouver des points d'entrée, mais on voudrait des signaux plus convaincants. La position ouverte spéculative reste importante, elle a un tout petit peu diminué cette semaine. Il y a un peu de prise de bénéfice et on le voit, ça se traduit dans les cours aussi. L'or, lui, en revanche, ne démérite pas. Il a accumulé, on le voit très bien, au-delà de 1908 pendant 3 séances et puis il a réaccéléré aujourd'hui. C'est toujours un actif fort. Il est réintégré, on le rappelle, le trading range de long terme qui est situé entre 1688 et 2070. On approche d'un niveau de résistance fort à 1977. Il y a des intermédiaires ici, notamment situés aux alentours de 1937, mais ça reste un mouvement haussier et une allocation importante dans ce contexte, surtout qu'on a consolidé depuis 2020. Donc ce contre-pied, avec cette fausse sortie par le bas et réaccélération haussière, peut entraîner des mouvements intéressants pour aller chercher au moins 2070. On verra après pour des extensions si on arrivait à en sortir, mais je pense que ça fait partie des actifs à avoir dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Du côté du Brent, ça continue à consolider dans le canal baissier, on le voit bien en mensuel. Toujours les points bas qui sont payés à chaque fois que ça rebaisse. Maintenant, ça se fait avec des volumes qui s'étoffent un tout petit peu depuis quelques heures, on va le voir. Et il y a peut-être une accumulation pour redéborder ce niveau de 86-80 sur lequel on bute régulièrement. Et pas de retour sur le bas du range à 81-40 depuis maintenant quelques heures. Donc à surveiller le débordement de 86-80 pour aller chercher, pourquoi pas, la borne haute du canal baissier. Ça reste baissier à moyen et long terme sur le Brent. Enfin, l'euro-dollar, alors là c'est plus compliqué à lire. Ça reste haussier, mais on a atteint la borne haute du canal haussier. On est allé chercher un 0,878, on bute en dessous. Il serait assez légitime qu'il y ait une petite consolidation, mais on voit bien qu'un 0,760 a été préservé et a servi peu rebond pour l'instant. La consolidation ne se met pas en place. On va le voir quand même. Il y a des bougies de rejet depuis quelques heures, des petites mèches de rejet contre le niveau d'un 0,878, mais on voit qu'il y a déjà des réactions et qu'on revient sur la borne haute du canal. On accumule pour l'instant, donc ça reste haussier à surveiller. La rupture en tout cas d'un 0,760 et un 0,720 particulièrement déclencherait une accélération baissière en direction d'un 0,578 aux alentours en tout cas, et le bas du canal haussier qui est actif depuis maintenant le mois de novembre. Voilà le petit tour qu'on pouvait faire pour cette fin de semaine. Ouais, c'était les éléments que je voulais vous donner. Voilà, on a un petit tour de marché intéressant, une consolidation qui s'est mise en place. Pas de panique à ce stade, c'est de la consolidation légitime compte tenu de la tension et des excès. Un élément intéressant à surveiller, et un petit élément technique pour voir quand on arrive dans des zones d'excès. Beaucoup de valeurs étaient arrivées avec des niveaux d'ADX. L'ADX, il est utilisé pour donner la tendance, c'est le seul indicateur qui donne la tendance, et des niveaux d'ADX qui étaient au-delà de 45, 50, 55 sur pas mal de titres, pas mal de valeurs. Et ça indique souvent que le marché a besoin de faire une pause et qu'il est temps en tout cas de prendre du bénéfice. C'est ce qu'on a fait, on a allégé des positions. Je vous laisse aller regarder l'ADX, vous allez voir que sur pas mal de titres, donc il est utilisé dans le mouvement directionnel, et c'est la ligne souvent qui est noire, qu'on peut voir ici. Je vais ajouter un indicateur et vous remettre un graphique. ADX. Voilà, j'avais pas préparé la séquence, donc pardon, je cherche un peu. Directional movement. Voilà, vous l'avez ici. Toujours intéressant de le voir, hein. Quand il arrive sur des niveaux comme ça, au-delà de 63, on dit qu'on est en tendance tant qu'on est au-delà de 15 jusqu'à 30-35. Au-delà de 45, on considère que ça peut être un niveau d'excès. Alors ça peut durer très longtemps l'excès, la preuve, mais vous voyez, même sur l'euro-dollar, on arrive à ces niveaux et derrière, ça consolide un peu, c'est-à-dire qu'on n'est plus en tendance pendant un certain temps. Donc ça, c'est à surveiller sur les valeurs, c'est un bon indicateur à regarder
quand on se demande s'il est temps de prendre ou pas du bénéfice, ça indique clairement. Voilà les éléments pour cette fin de semaine. On se retrouve bien demain sur Bismart avec Jean-Louis Cussac et Philippe Béchat pour l'émission des Trois Sorciers de Grégoire Favet dans Smart Bourse. Et puis évidemment sur les réseaux. Et puis la semaine prochaine, bien entendu, sur BFM. Encore une fois, si vous voulez nous suivre et regarder plus d'informations sur les comptes Twitter ou la chaîne Bourse Direct YouTube, vous aurez des updates. Merci beaucoup à tous et très bonne fin de journée.